Voici donc comment l'annonce de la dissolution, puis ces élections législatives de 2024 ont été vécues à chaud durant quelques semaines dans les coulisses de la matinale de nos confrères de France Info. Bienvenue, Salia Braclia. Bonjour. C'est donc vous qui avez réalisé ce film avec votre compère Mouloud Achour. Vous êtes donc aussi la co-présentatrice de cette matinale avec nos confrères de France Info aux côtés de Jérôme Chapuis, mais aussi des informés du matin avec un autre journaliste, cette fois Renaud Dely, que nous voyons d'ailleurs l'un et l'autre assez souvent dans ce film, et c'est bien normal, vous travaillez chaque matin à leur côté. C'est le film qui nous raconte donc cette dissolution, cette campagne des législatives vue entre vos murs. On va évidemment y revenir assez longuement dans cette émission. On va le faire avec Jérôme Jaffray. Bienvenue à vous, Jérôme Jaffray. Vous êtes politologue, observateur, c'est vrai, de longue date de notre vie politique française, et directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Et puis enfin, vous, David Jez, bienvenue. Vous êtes essayiste, enseignant à Sciences Po. Vous enseignez justement les sciences politiques. Quel beau sujet avec cette année 2024. On va évidemment en parler ensemble tout au long de cette émission. C'est l'événement majeur, sans conteste, de cette année 2024. Sur ce documentaire que nous venons de voir ensemble, c'est pas votre coup d'essai. Non. Il y a eu un service public 1. Oui, on avait fait un premier documentaire pendant la campagne présidentielle. On avait tourné pendant 8 mois dans les locaux pareil de France Info pendant la matinale. Donc voilà, on avait le temps de digérer, de consommer cette campagne, de la décrypter même en direct. Et là, tout s'est précipité pour les législatives. 3 semaines de campagne éclair, une campagne folle, à la suite d'une décision inattendue, il faut bien le dire, le soir des européennes. Moi, je me rappelle comment ça s'est passé. J'étais en plateau, en édition spéciale, justement, pour la soirée électorale. On est là le dimanche soir, et en plateau, en face de moi, un ministre, Roland Lescure, proche du président de la République. Et on se dit, le président va prendre la parole. Au moment où le président prononce ces paroles, où il annonce la dissolution, je vois Roland Lescure en plateau, il est là en off, et sa mâchoire se décolle, parce que lui-même, proche du président, l'apprend en direct avec nous, journalistes. Donc c'est incroyable à vivre. Ce que vous nous montrez surtout dans ce film, c'est la manière dont travaillent les journalistes de votre équipe, évidemment, dans cette matinale de France Info. Peut-être les journalistes politiques d'une manière plus générale, avec notamment des séquences prises dans les fameux salons de maquillage. Alors là, on est juste avant l'émission, on peut l'être peut-être juste un peu après, avant qu'ils partent par l'ascenseur qui les ramène à leur rendez-vous d'après. Ça, c'est les moments forts de ce documentaire, mais en même temps, ceux qui nous regardent peuvent s'interroger, y a-t-il connivence, finalement, quelque part, entre ces hommes, ces femmes politiques, et ceux qui présentent une émission comme la matinale de France Info? C'est justement pour casser tous ces fantasmes qu'on a mis la caméra dans la matinale de France Info. On a tout montré. C'est une opération porte ouverte, du maquillage, effectivement, de leur arrivée même dans les locaux de Radio France, à leur départ. Moi, j'ai voulu tout montrer parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de défiance envers les journalistes et envers les politiques. Et ce qu'on montre dans Service Public 2, Front contre Front, c'est regarder la nature de nos relations. On n'est pas amis. Moi, je ne suis pas amie avec des politiques. Je ne les vois pas en dehors de mon plateau. Et donc, les discussions qu'on a au maquillage, que je considère comme un peu le confessionnal, ça dure 4-5 minutes. Et le but, c'est de les sentir juste avant le direct, juste avant l'interview, et pour pouvoir engager l'interview de la bonne manière. Alors, dans notre profession, il y a ce qu'on appelle le in. Et il y a ce qu'on appelle le off. Alors le in, c'est ce qu'on peut rapporter le lendemain ou le soir même ou dans la seconde même sur les réseaux sociaux. Puis le off, c'est ce qui se dit, mais qui ne peut pas se raconter. Et là, il est riche, Le off, il est riche. Pendant cette campagne éclair, on a vu des politiques qui étaient totalement eux-mêmes décontenancés, surpris, très fatigués, parce qu'il faut le rappeler, ils se sont déjà mangés une campagne des européennes. Et là, ils ont dû repartir sur le terrain pour essayer de convaincre des Français avec très peu de temps. Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas le temps de convaincre des Français. Et donc ils sont totalement déboussolés. On les voit, nous, débouler dans nos locaux. Certains se croisent. Et on voit à quel point, soit ils se détestent, soit ils se respectent. Et puis surtout, il y a effectivement les stratégies politiques qui se mettent en marche. Et donc là, par exemple, Olivier Faure m'apprend que c'est dans les locaux de Radio France que le NFP a pris forme, le nouveau Front Populaire, parce que des élus de gauche se sont croisés dans les locaux de Radio France. C'est quand même dingue d'apprendre ça. Moi, je suis journaliste, je les vois tous les jours. Et on se dit que les petites stratégies politiques pour faire campagne, elles naissent aussi de leurs rencontres dans les couloirs des médias. Avec parfois un peu d'improvisation ou de spontanéité, on va dire les choses comme ça. On va voir un extrait d'ailleurs de ce qui s'est dit du côté du salon de maquillage. Cette fois, c'était avec Gabriel Attal, qui était encore Premier ministre.
C'est vrai que vous avez su après Pascal Praud de CNews qu'il y avait la dissolution. Je ne sais pas qui a su quand. Moi, je l'ai dit. Le président m'a appelé en fin d'après-midi pour me le dire. Le dimanche, ouais. Les européennes. Ouais. Comment ça se fait que Pascal Praud est au courant? J'en sais rien, moi, qui est au courant avant de quoi. Mais vous n'avez pas préparé à ça. Comment? Le président, vous n'avez pas préparé à ça. Vous n'avez jamais parlé auparavant. Non. Donc il vous a un peu sacrifié, quoi. Alors là, on en vient vraiment au sujet de notre échange, notre regard sur cette année 2024. Le Premier ministre, qui était Gabriel Attal à l'époque, que vous recevez juste au début de cette campagne législative, n'était pas au courant de cette décision. Il n'était pas associé à la décision, c'est ce qu'il vous dit. Il n'a pas été associé à la décision, il subit la décision concrètement, et il doit arriver sur les plateaux télé, il doit faire des meetings en disant qu'il assume cette décision. Moi, pour Gabriel Attal, Premier ministre, que je reçois ce jour-là, il est abattu, il ne sait plus quoi faire, mais il sait qu'il doit conduire des troupes pour justement pas perdre plus que ce qu'ils ont perdu déjà pendant les européennes. Et donc il est totalement pareil, déboussolé, il croit pas du tout ce qu'il dit. Et c'est en ça que la séquence maquillage, elle sert, on voit justement à quel point ils peuvent jouer la comédie après, en direct, masqué. En fait, moi je me suis dit... Il faut que j'aille chercher un peu de sincérité en direct pour que les gens comprennent ce qui se passe réellement. Il n'est pas responsable de la décision, il ne la comprend pas d'ailleurs, comme la plupart des Français à ce moment-là, et il va devoir quand même défendre cette décision-là. Il ne la comprend pas, comme la plupart des Français. Est-ce qu'avec un peu de recul maintenant, on peut analyser justement comment était perçue cette annonce de dissolution? A-t-elle été comprise par les Français? Est-ce qu'on ne touche pas là au tout début du problème que l'on connaît aujourd'hui? Absolument. C'est... L'histoire politique française a changé son cours à partir du 9 juin. Et on ne sait pas quand elle retrouvera un cours installé. Voilà. Donc les Français n'ont toujours pas compris cette dissolution? Absolument. Je pense que la séquence avec Gabriel Attal tournée dans les locaux de France Info, elle est formidable. Parce que, d'abord, on ne respecte absolument pas la Constitution. L'article 12 de la Constitution fait obligation de la consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées avant de prendre une décision, pareil, la dissolution. La dissolution, c'est une sorte d'arme nucléaire sous la Ve République. Elle est faite en réalité pour trancher des crises majeures, ça c'est l'esprit du général de Gaulle, ou bien donner à un président qui vient d'être élu les moyens de gouverner. Ce sont les dissolutions de 62 et de 68 du général de Gaulle. Crise, on résout, c'est l'appel au peuple, suffrage universel. Dissolution, c'est François Mitterrand élu président de la République en 1981 et 1988 qui dissout dans la foulée car il a une majorité de droite face à lui à l'Assemblée, donc il se tourne vers le pays en disant voulez-vous donner une majorité au président qui vient d'être élu? C'est parfaitement compréhensible. La dissolution à froid, c'est le contraire des institutions de la Ve République. Or, nous avons un précédent. C'est le précédent de 1997 de Jacques Chirac. Jacques Chirac dissout, alors qu'il a une énorme majorité à l'Assemblée nationale, sans raison très claire, et il subit un camouflet. Ça va être Lionel Jospin, 5 ans de cohabitation, la gauche a la majorité. Là aussi, nous sommes sur une dissolution à froid. Alors, nous sommes dans une dissolution à froid dans une période très chaude. Alors ça, c'est un exploit, je dois dire, et un concept nouveau, car nous sommes le soir des européennes. C'est-à-dire que le pays s'est exprimé. Voilà, il y a plus de 21 millions de suffrages exprimés recueillis dans les urnes et qui indiquent très clairement une demande de redirection de la politique française. David Jess, sur cette dissolution à froid, si on reprend cette expression, mais dans une période chaude, tendue, où il n'y a déjà pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il faut le rappeler, en 2024. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette décision du chef de l'État et est-ce qu'on ne trouve pas là la raison pour laquelle on se trouve dans une instabilité aujourd'hui institutionnelle? Alors je vais répondre sur l'instabilité. Jérôme a dit beaucoup de choses sur la dissolution. C'est une prérogative du président de la République. Et qu'est-ce qu'un président de la République sous la Ve République? C'est quelqu'un qui n'a pas d'administration. Contrairement au Premier ministre qui a les ministères, les administrations, le président de la République, il est dans un petit palais avec quelques dizaines de collaborateurs. En revanche, il est l'arbitre et la clé de voûte des institutions. C'est comme un sonneur de cloche. C'est quelqu'un qui peut tirer sur des cordes. Il nomme des juges au Conseil constitutionnel, il peut faire passer des messages au Parlement, il peut convoquer un congrès et il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Quand est-il requis de tirer sur ces cordes? Quand il y a un conflit
entre des autorités ou des pouvoirs au sein de la République. Quand un conflit oppose le président au Parlement ou à l'Assemblée nationale, il sollicite le peuple pour que le peuple arbitre. Ça paraît parfaitement légitime. Donc quand un président vient d'être élu et qu'il a un Parlement hostile face à lui, il dissout, on le comprend. Quand il y a un conflit qui émerge entre le président et l'Assemblée nationale, il dissout, on le comprend. Là, effectivement, la situation, ça n'était ni un conflit entre le président et l'Assemblée nationale à proprement parler, ni, si vous voulez, une nouvelle élection. Donc, cette dissolution, elle est très difficile à comprendre. Et les explications qui ont été données par la suite, cette dissolution a été décidée au motif d'une clarification du paysage politique. Quand on voit le résultat de la nouvelle Assemblée, on voit bien que l'objectif n'a pas été atteint. Et donc ce que je veux dire, c'est que la situation d'instabilité que nous vivons actuellement, elle est la conjugaison de deux choses. La conjugaison d'un dérèglement de l'utilisation des prérogatives présidentielles, qui normalement est dans une fonction d'arbitre et de clé de voûte, et qui là, au contraire, a créé plutôt de la déstabilisation et du désordre, mais aussi le fait que, vous voyez bien qu'en 2022, comme le président n'avait pas porté un programme très fort, et que derrière, il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée, il n'a pas eu une majorité absolue. Et à la suite de cette... là la raison de la dissolution. Alors attendez, en partie. Parce mais à la suite de cette dissolution, vous avez un Parlement, je termine juste sur ça, c'est très important, vous avez un Parlement qui est à nouveau fragmenté. Donc en réalité, le problème c'est que vous n'avez aucune force politique à vocation majoritaire, et ce qu'a démontré les élections législatives, et notamment le second tour du 7 juillet, c'est que le Rassemblement national, que l'on voyait aux portes du pouvoir, n'est pas capable pour le moment de rassembler une majorité d'électeurs et donc de porter un projet majoritaire. Et donc, vous avez un usage déréglé des institutions et vous avez une agrégation de faiblesses et aucune force politique à vocation majoritaire. Eh bien, vous avez dans cette conjugaison de faits, selon moi, ce qui explique le vortex dans lequel nous sommes. Est-ce qu'il a justement fait de la politique, en fait, le président de la République? Parce qu'il faut se rappeler, se remettre dans le contexte, seul le Rassemblement national demandait une dissolution. Le jour même, en fait, même le jour même des résultats des européennes. Voilà, c'était le discours de Jordan Bardella. Ce qui n'a pas empêché le Rassemblement national d'être sidéré de la décision du président. Ben voilà, pardon, mais aucun de nous n'a pensé ce jour-là qu'Emmanuel Macron allait se dire « Ok, je vais faire ce que demande le Rassemblement national ». Donc c'était une demande du Rassemblement national. Il parle effectivement de clarification. Il dit aussi quelques jours plus tard, lors d'une conférence de presse, si j'avais pas pris cette décision, pour se justifier, si j'avais pas pris cette décision, vous auriez dit, mais il est totalement déconnecté parce que le Rassemblement national est arrivé en tête des européennes. Effectivement, le résultat, c'est une assemblée éclatée avec 3 gros groupes qui le permet encore moins qu'en 2022 de diriger le pays, en fait. Et donc, effectivement, cette dissolution, elle a conduit à cette instabilité d'aujourd'hui. Surtout, ce qui manque en plus, c'est le raisonnement assez stupéfiant, consistant à dire on dissout maintenant parce qu'au moment du budget, la censure sera votée. Oui. Parce qu'alors, c'est une incompréhension absolument sidérante du fonctionnement des institutions. S'il y a une chose que les Français peuvent comprendre, c'est une dissolution post le vote d'une motion de censure. Parce que là, il y a un conflit. Parce que là, nous rentrons dans le conflit type 1962 entre l'exécutif et le législatif, et le pays est appelé à trancher. Ensuite, vous avez présenté, faisons cette hypothèse d'un Gabriel Attal étant resté jusqu'au moment du budget et étant victime d'un vote de censure, sur un budget qui se veut raisonnable, faisant des efforts sur les dépenses, limitant les hausses d'impôts. Donc vous avez aussi une clarté pour le pays de dire au pays, nous voulons un budget raisonnable, les oppositions sont déraisonnables, c'est le jeu politique en tout cas, et du coup, vous avez la compréhension. Car ce qui est terrible, c'est effectivement qu'aujourd'hui encore, le président de la République, très récemment, a dû parler d'une décision mal comprise. Oui. Alors c'est merveilleux, parce qu'il y a une ambiguïté, on ne sait pas si parce que nous sommes tous trop bêtes pour avoir compris. La pensée complexe. Et je dois dire, personnellement, j'étais sur un plateau de télévision le soir des Européennes, et 10 minutes avant la décision du président, je disais « Oh ben non, en aucun cas il ne va dissoudre ». Un soir où la liste de la majorité présidentielle fait 14,5% des suffrages exprimés, vous n'allez pas dissoudre, c'est inimaginable. Et 10 minutes après, je reçois la dissolution, aussi sidéré donc que tout le monde. Et c'est ça le problème. Il y a donc, alors la question de la clarification, ça n'est pas totalement nul. C'est ça où la conception du débat est plus complexe. Alors, on va rester sur la clarification en regardant ce qu'ont donné les résultats.
hein, tout de même, à la sortie. Alors là, vous cherchez la clarification dans les résultats. Alors voilà, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Emmanuel Macron souhaitait une clarification à l'issue de ces élections. Et regardez la nouvelle composition de l'hémicycle à la sortie de ces élections législatives, avec ces fameux, évidemment, 3 tiers. Hein, un tiers du côté du nouveau Front populaire, 193 sièges. Un tiers du côté, on va dire, de ce fameux socle central. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. On y associe sur cette infographie la droite républicaine, les démocrates ensemble pour la République, Horizon et Indépendants. Et puis le poids aujourd'hui de l'extrême droite dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale, entre la droite, le Rassemblement national et ses alliés d'Éric Ciotti. C'est tout de même 142 sièges. Jamais l'extrême droite en France n'a eu autant de sièges dans l'Assemblée nationale. Et là, évidemment, se pose la question, d'un point de vue arithmétique, on a vite fait il n'y a pas peut-être besoin d'être un grand savant pour comprendre que c'est absolument ingouvernable, ce nouvel hémicycle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il y a eu une mécanique très forte de désistement pour le second tour, de candidats de gauche qui ont appelé à voter pour des candidats centristes ou de droite, et de candidats centristes qui ont appelé à voter pour des candidats de gauche. Et cette mécanique, elle n'était pas tellement voulue par la classe politique. Moi, je me rappelle de conversations avant le premier tour de responsables politiques qui disaient « les Français, ils en ont soupé du Front républicain, ils ne le feront pas cette fois-ci ». Et en fait, le désir de front républicain, je ne sais pas s'il faut appeler ça front républicain d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où le Rassemblement national est un parti qui concourt aux élections... c'est comme ça que tout le monde l'a appelé. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain... 173 victoires pour le Front républicain à l'occasion de 215 désistements au total. Oui, mais donc ça prouve une chose. Donc c'est lui qui a gagné, le Front républicain. C'est ce qui est dit dans le documentaire qu'on a vu. En tout cas, c'est le message politique de second tour le plus fortement exprimé par les électeurs français. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'une crise morale de la politique plus que d'une crise institutionnelle. Face à ça, nous avons une classe politique qui est totalement incapable de s'organiser, parce qu'on pourrait s'organiser pendant quelques mois, pendant quelques années. Je ne parle pas d'une majorité très forte, avec un programme très épais, un projet de société. Je parle d'un gouvernement qui rassemble des bonnes volontés qui vont de la gauche à la droite, qui s'adresse au pays et qui essaie de traiter 4 ou 5 grands problèmes ou grandes urgences, parce que ce n'est pas ça qui manque en ce moment. Et ça, manifestement, notre classe politique, puisque depuis 6 mois, là, c'est comme le hamster dans la roue. Oui. On parle d'accélération du temps politique, c'est surtout une stase. C'est une grande immobilité. On a les mêmes débats, les mêmes consultations ineptes, les mêmes discussions qui ne mènent nulle part, les mêmes tractations d'arrière-boutique, les mêmes arrière-pensées, les mêmes objectifs pour 2027. Donc tout ça n'avance pas d'un pouce. C'est aussi le sentiment que vous avez lorsque vous côtoyez... alors là, on va au-delà de votre film, bien entendu, puisque vos interviews politiques ont repris à l'automne. On continue, effectivement. Cet hamster qui tourne dans la roue, pour reprendre cette image, vous le percevez à travers les interviews que vous faites auprès de la classe politique. J'ai l'impression qu'on est en train de chuter, on tombe, parfois on se raccroche à quelques branches, mais on tombe quand même parce qu'on a effectivement des politiques, je ne sais pas s'ils sont immatures, mais si on regarde nos voisins, on a des politiques qui arrivent à discuter ensemble, même s'ils ne font pas partie du même camp, qui arrivent à former des coalitions. Et donc là, on a l'impression qu'ils sont, pour certains, irresponsables, et parce que David l'a dit, il y a des échéances. Il y a 2027. Il y en a certains qui ont des ambitions et qui ne le cachent pas. Et donc, on entend parler de présidentielle anticipée, vraiment, en disant « je me prépare ». C'est le cas de Marine Le Pen, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Dans le camp présidentiel, c'est pareil. Quand Édouard Philippe, il dit « je me prépare à la présidentielle », il ne donne pas la date. Parce que lui-même, il envisage une présidentielle anticipée. Et c'est tout le problème, en fait. C'est que ces partis-là ne pensent qu'aux échéances électorales. La situation des Français, là, en ce moment, elle est catastrophique. Pardon, mais c'est ce qui remonte, nous, dans nos reportages. Tout le monde est écœuré. Cette classe politique, vous l'avez reçue à votre micro, on l'a vu, bien évidemment, durant cette campagne. Vous l'avez reçue à votre micro une fois, Michel Barnier, 2 mois après ces fameuses élections. On n'avait jamais vu ça sous la Ve République, attendre 2 mois pour un Premier ministre. Vous les avez vus aussi sur votre plateau durant ce passage de Michel Barnier à Matignon. Vous les avez maintenant depuis que François Bayrou est nommé à la tête d'un nouvel gouvernement. Je vais vous dire que tout le monde est fatigué, en fait. Ouais. Parce que beaucoup subissent aussi la situation. Pareil, le choix de François Bayrou est incompris. On connaît un peu les coulisses de sa nomination et il y a de la défiance, je l'ai dit, envers les politiques. Ben là, du coup, voilà, ça monte, le cran monte encore au-dessus. C'est intéressant ce que vous dites du côté des auditeurs, la défiance augmente. Oui.
Mais côté des c'est compliqué. On a des personnels politiques. Voilà, le personnel politique, en fait, n'arrive pas à justifier tout ce qui se passe dans l'actualité politique. Quand on les questionne sur, effectivement, pourquoi vous n'arrivez pas à discuter entre vous, chacun campe sur ses positions et vous leur dites, mais vous entendez, vous vous rendez compte que les Français vous écoutent, là. Ils ont un éclair, un moment de conscience, de lucidité, mais ils reviennent à leur popole, c'est ce qu'on dit dans le milieu, leur popole, leurs petits objectifs politiques. Et résultat, nous, journalistes, franchement, moi je le dis, on invite de moins en moins de politiques. Là, on vit une crise, évidemment, on les reçoit pour comprendre ce qui se passe, mais on préfère avoir des acteurs de la société civile qui agissent sur le terrain, qui font avancer le quotidien des Français, plutôt que des politiques qui se chamaillent pour essayer de savoir qui va avoir tel ou tel poste. Ça, vous le ressentez aussi, Jérôme Jaffray, du côté de l'opinion, ce décrochage, cette perte de confiance vis-à-vis de notre classe politique de 2024, justement? En tout cas, ce qui me frappe, si vous voulez, dans ce choix électoral des Français, et tel qu'il s'est fait, et dans comment fonctionne la politique française, nous n'avons pas eu... Les élections, ce sont des votes... C'est un mécanisme d'attribution du pouvoir. Voilà, c'est ça. Et il faut que le suffrage universel s'exprime, ne soit pas contestable. Et la Ve République nous offrait des limitations d'une majorité, d'une opposition, des limitations de qui gouverne, de qui ne gouverne pas. Ça, c'était le modèle, et auquel les Français ont été acculturés. Donc une extraordinaire difficulté à rentrer dans un système différent. Car nous n'avons pas eu un vote d'attribution du pouvoir, nous avons eu un vote d'empêchement du pouvoir. D'empêchement du pouvoir. Premièrement, retirer le pouvoir aux macronistes tel qu'ils l'avaient, tel qu'ils l'exerçaient, d'où les problèmes depuis de voir des premiers ministres assez proches finalement d'Emmanuel Macron. François Bayrou, Salia en parlait il y a un instant, une seconde, c'est effectivement pour les gens quelqu'un de très proche d'Emmanuel Macron, donc un vice de forme au départ. Deuxièmement, et là la clarification présidentielle a eu lieu, le Rassemblement national est victime au second tour d'un vote d'empêchement de son accès au pouvoir. Et ça, c'est évidemment, pour le coup, une vraie clarification. Mais ce qui ajoute à la complexité. Oui, car le président ne nous a en fait laissé le choix dans cette affaire compte tenu de la puissance du RN à l'issue des européennes, maintenue au premier tour des législatives. Oui. Quand on ajoute les petits partenaires ciotistes, nous avons une situation dans laquelle nous avons effectivement un Rassemblement national qui pouvait accéder au pouvoir, on l'en empêche, mais l'autre chose, c'est finalement un chaos institutionnel, c'est-à-dire qu'aucune force n'est en capacité de pouvoir gouverner. Toutes les forces à l'issue du second tour finissent par se croire vainqueurs, alors que chacune en réalité est vaincue. C'est ça le mystère de la politique en 2024, et du coup de ce décalage vertigineux dont Salia Braclia nous parlait, quand elle interviewe des politiques qui voudraient se croire vainqueurs et qui en fait sont tous vaincus. Oui, vous souhaitez réagir ? Oui, parce que le verre est dans le fruit en réalité depuis 2022. À partir du moment où on a commencé à parler de majorité relative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très relative. Soit on a une majorité... Beaucoup plus relative que celle de Rocard, Cresson, Bérégovoy. Oui, mais soit on est en majorité, soit on est en minorité. Et il y a deux types de majorité. Vous avez une majorité de députés qui est derrière votre projet politique et qui vote vos lois. Là, vous avez une majorité forte, épaisse. Sinon, vous avez une majorité de députés qui ne vous censure pas. Ça, c'est ce que j'appelle une majorité par défaut ou une majorité négative. On aurait dû installer ce concept en 2022, au lieu de parler de majorité relative. Parce qu'effectivement, en permanence, le pouvoir d'Emmanuel Macron était sous la menace d'une censure des Républicains qui joindraient leur voix aux autres. Et on voit bien que cette élection législative de 2024, loin de clarifier la situation, elle a encore accéléré la fragmentation. Ça ressemble beaucoup à 1957-1958. Car voilà une France dans laquelle le paysage politique était extrêmement fragmenté. La guerre d'Algérie en moins. La guerre d'Algérie en moins, mais une situation internationale aujourd'hui qui est très dégradée parce qu'il y a quand même une guerre au cœur de l'Europe. Il y a une situation syrienne qui est très évolutive et la Syrie, c'est un pays très important pour l'Europe. Il y a une réélection de Trump, il y a une accélération technologique de la Chine. Est-ce que vous êtes en train de nous dire là qu'on est en train de revivre finalement peut-être la fin de la fin de la 5e. On vit la fin de quelque chose. Comme on a vécu la fin de la 4e. Alors moi, en 58. je pense que la 5e est plus plastique et plus robuste. Vous voyez bien, elle a été taillée pour un homme. Ensuite, elle a parfaitement accueilli l'alternance socialiste avec François Mitterrand qui s'est coulé dedans. Ensuite, on a introduit des innovations comme le quinquennat, qui pour moi est une innovation malheureuse. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à dériver. Mais vous voyez qu'au fond, tout s'effondre, sauf le cadre institutionnel de la 5e République, qui pour moi est à la fois plastique et robuste. Mais pour combien de temps
encore. Autrement dit, mais est-ce qu'il y a dans la boîte à outils de la 5e aujourd'hui, est-ce qu'il y a le moyen de trouver des solutions pour sortir de ce type de blocage dans lequel nous sommes? Il n'y a pas de solution miracle, mais il y aurait un moyen d'améliorer la situation, c'est de changer le mode de scrutin. Moi, je crois qu'un passage à la proportionnelle, ça change immédiatement l'équation au premier tour des élections législatives. On accepte la fragmentation du jeu politique. C'est une tendance lourde qui est analysée par la science politique. Dans tous les pays occidentaux, le jeu politique, c'est plus gauche-droite, c'est une fragmentation de partis, et donc il faut apprendre à faire vivre ce pluralisme. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une camisole de force électorale qui fait que les partis sont obligés de nouer des alliances dès le premier tour qui les emprisonnent dans des postures. Si on change le mode de scrutin, on change les mœurs politiques, on oblige les partis politiques à concourir sous leur couleur et ensuite à discuter d'une plateforme de gouvernement par agrégation successive comme le font les Allemands ou les Scandinaves, et ça marche très bien. Oui, Célia Brachliha, peut-être sur cette éventualité de faire évoluer la 5e, de passer à une 6e. Alors évidemment, vous recevez un certain nombre de membres d'LFI qui sont très clairement pour une 6e République. Depuis de nombreuses années. Mais est-ce que cette petite musique aussi, est-ce que vous commencez à l'entendre au travers de vos interviews en plateau ou dans les salons de maquillage Avec l'arrivée de François Bayrou, c'est l'insistance de la proportionnelle, effectivement, comme le disait David. Et alors là, c'est quel proportionnel ? Parce qu'effectivement, il y a différents cas. Il y a le cas, par exemple, de Yael Braun-Pivet qui propose une proportionnelle, mais seulement dans les départements les plus peuplés, où on élit seulement 11 députés, à partir au moins 11 députés. Voilà, il y a différents cas de figure. La proportionnelle voulue par Yael Braun-Pivet n'est pas celle voulue par Marine Le Pen, qui n'est pas celle voulue par François Bayrou. Là encore, il va falloir discuter. Et donc, c'est sur la table et on va voir ce que ça va donner. Cette idée d'une nouvelle République, d'une nouvelle Constitution, dans l'opinion, elle fait son chemin? Ou alors l'opinion n'en est pas du tout là Il y a un mécontentement général, mais il est dirigé contre la classe politique, et beaucoup plus que contre les institutions. Et c'est un problème majeur, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que pour qu'un système politique fonctionne bien, vous avez plusieurs modèles. Il y a des modèles qui reposent sur la confiance, la verticalité. Vous avez des modèles qui reposent sur des systèmes d'alliance et vous avez des modèles qui reposent sur le compromis. Le problème français aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus dans aucune des cases. Et que donc, le présidentialisme s'oppose au parlementarisme et aux tentatives. La perspective de 2027 est catastrophique par rapport à la recherche, effectivement, de minimum d'entente, puisque ça n'est finalement d'intérêt de personne. Établir la proportionnelle, c'est aussi faire un cadeau au Rassemblement national, puisque ce qui lui arrive, ce qui l'empêche d'arriver au pouvoir, c'est les seconds tours. Oui. Ah, excellente idée, on va faire qu'un seul tour. Très bien. Il ne serait pas majoritaire avec la proportionnelle. Mais c'est intéressant quand même, parce que d'abord, il veut une prime majoritaire. Oui, mais ça, c'est pas la proportionnelle. National, c'est bonapartiste, ça. C'est précisément tout le débat. Mais on voit bien qu'on arrive très vite vers des débats très compliqués sur la proportionnelle. Et un second tour, c'est quand même utile. Alors, la confiance, c'est le système classique de la 5e quand il fonctionne. Idéalement, le général de Gaulle, Georges Pompidou, vous avez des présidents qui font 45% des voix au premier tour, ont une cote de popularité élevée, ont une majorité de députés qui les suivent. Mitterrand a prolongé ça parfaitement entre 81 et 86, moins brillamment à partir de 88, c'est le moins qu'on puisse dire, mais et Sarkozy l'a réussi aussi. Bon, on voit bien, ça, l'alliance, c'est quand vous avez effectivement la nécessité de faire un accord, mais avec un système de 3 blocs structurés comme ils le sont, vous ne pouvez pas faire des alliances. Et on voit le drame du Parti socialiste aujourd'hui, parce que le Parti socialiste, il n'a pas la capacité, en fait, de se détacher du nouveau Front populaire. Il est soumis à une formidable pression, d'abord parce qu'il ne prend pas les écologistes avec lui pour s'éloigner de la France insoumise. Les écologistes refusent de rentrer dans ce jeu, et il a la pression de l'électorat de gauche. Vous demandez aux électeurs de gauche s'il faut voter la censure contre les gouvernements, ils ne rentrent pas dans le calcul, est-ce qu'il faut maintenir la stabilité ou pas, et donc pas voter la censure parce que sinon je romps avec la stabilité. Ils disent on n'est pas content de la classe politique, on n'est pas content du gouvernement, il faut voter les censures. Et enfin il y a le compromis. Le compromis, ce serait le retour au parlementarisme, c'est-à-dire que sur les textes... Ah oui, mais là on changerait de constitution. Non, pas forcément. Actuellement, le gouvernement Bayrou,
plutôt que de chercher un accord avec les partis qui n'y arrivera pas, un pacte de non-censure qui n'a aucun sens par rapport à la notion de droit parlementaire. La censure est un droit parlementaire. Donc à ce moment-là, vous avez une situation où c'est sur chaque texte, il faut chercher les concessions nécessaires pour obtenir des abstentions ou des votes favorables. C'est ça le parlementarisme. Les députés il faudra un peu y revenir. Suivent la direction de les décisions de la direction du parti. Oui, mais vous avez plusieurs partis qui n'ont aucun intérêt à une présidentielle rapprochée. Et donc, la négociation pourra avoir lieu. David Jess. Vous voyez bien que notre conversation montre que on ne sait pas où est la lumière au bout du tunnel parce qu'il n'y a que de la faiblesse. Il n'y a que des partis qui sont faibles, aucun n'a de vocation majoritaire. Et je le redis, Macron en 2022 a découvert qu'il était minoritaire, même après sa réélection. Et Le Pen, en 2024, a découvert qu'elle ne serait probablement jamais majoritaire, en tout cas dans ces conditions-là. Est-ce que la lumière n'est pas allée chercher dans un nouveau scrutin qui aurait lieu maintenant mais ça, c'est procédural. 6-8 mois avec une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on ne va pas être contraint de retourner aux urnes? On aura la même situation. Vous n'avez pas non plus... On aurait la même situation. Vous n'avez pas de projet de société non plus. Parce que moi, ce qui m'a frappé dans l'excellent documentaire de Salia Braclia et Mouloud Achour, c'est aussi quand même la faiblesse intellectuelle des discussions des hommes politiques et des femmes politiques. C'est-à-dire, c'est que des espèces de bisbilles, de procédures, de coups tactiques. Et en fait, on est quand même dans une situation économique, sociale, géopolitique qui est gravissime, qui nécessite à la fois un sens du compromis, mais aussi une analyse et une direction et du leadership. Et c'est ça qui nous manque terriblement aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je suis inquiet, parce qu'en 1957, il y avait un général retraité à Colombey-les-Deux-Églises qui s'appelait le général de Gaulle, et c'était l'époque où il y avait eu la guerre, il y avait eu la résistance, il avait empêché la guerre civile, il y avait la radio-télévision qui unissait les Français. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Donc il n'y a plus aujourd'hui de personnalité ou de projet de société en réserve, en tout cas pour le moment, qui soit susceptible de déclencher un mouvement majoritaire. Et le vrai problème, c'est ça. Tout le reste, c'est de la littérature, à mon sens. Et on a toujours changé de constitution en France, depuis la République, lorsqu'il y a eu un gros événement. Donc la 3e en 40, alors, il reste la 5e en 58 parce qu'il y a la guerre d'Algérie. Il reste l'hypothèse du bouleversement que représenterait le départ d'Emmanuel Macron avant la fin de son mandat. C'est aussi pour moi l'un des grands événements de 2024, puisque vous êtes dans la rétrospective politique de cette année, c'est que la question du départ du président de la République, départ forcé, c'est la démission forcée dont on parle, est venue sur la table dans le débat politique. Alors c'était porté par la France insoumise, le Rassemblement national, pour des raisons largement judiciaires, disons-le franchement, Marine Le Pen fait ce discours, mais maintenant il commence à pénétrer au-delà d'autres forces. Et du coup, c'est une des grandes questions pour 2025, dont peut-être nous reparlerons un jour dans des Badoc. Oui, merci à vous. C'est la fin de cette émission. Un service public 3, il y en aura peut-être un. Je pourrais mettre une caméra tous les jours là, dans les locaux de France Info. Il y a tellement de choses qui se passent tous les jours. Donc, et ça passionnera évidemment tous ceux qui nous regardent de voir à chaque fois comment se passe le suivi d'élections de ce type dans les locaux d'une radio comme France Info. Merci beaucoup pour ce documentaire. Merci à vous deux pour avoir participé à ce débat un peu spécial, c'est vrai. C'était une forme de rétro 2024 autour du sujet majeur, de l'événement politique majeur de cette fameuse année 2024 qui était, bien entendu, la dissolution. Merci aussi à Félicité Gavalda, Victoria Bellet qui m'ont aidé comme à l'accoutumée à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc. Nos invités d'ailleurs seront là, j'imagine, pour réagir. Puis je vous donne rendez-vous pour un prochain Débadoc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.